Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire à la fois bouleversante et pleine de mystères. Avant de commencer, je tiens à préciser que les faits que vous allez entendre sont réels, mais tous les noms mentionnés dans cette histoire ont été changés, par respect pour les familles des victimes et pour toutes les personnes encore en vie. Cette vidéo a pour but de raconter avec humanité et sincérité ce qui s'est réellement passé. Janvier 1984, Aurora, Colorado. Une banlieue tranquille, enveloppée par la neige, où les familles cherchaient la sécurité et un avenir stable. Parmi elles, la famille Vernon. Thomas, 27 ans, ancien analyste sonar de la marine américaine, travaillait dans l'entreprise de distribution de meubles familiale tout en poursuivant des études pour devenir contrôleur aérien. Son épouse, Héloïse, 26 ans, forte et compatissante, gérait l'entreprise à ses côtés. Ensemble, ils avaient bâti un foyer pour leurs 2 filles. Lily, l'aînée, approchait de ses 8 ans. Anna, la benjamine, n'avait que 3 ans, pleine de vie et adorée. Leur vie semblait l'incarnation même du rêve américain. La veille, le dimanche 15 janvier, la maison avait résonné de rire et de joie. C'était la fête anticipée de Lily. Les grands-parents, dont Marguerite Dupuis, la mère de Thomas, et les oncles, Marc et Paul, étaient là. Il y avait du gâteau, des cadeaux et une atmosphère festive. Mais en partant, un détail fut remarqué par l'un des oncles. La porte du garage restait ouverte. Il l'a rappelé à Thomas, qui a hoché la tête. Pour des raisons que nous ne connaîtrons jamais, cette porte n'a pas été refermée. La vulnérabilité avait été exposée. Et dans l'ombre, un prédateur guettait. Quelques heures plus tard, entre 21h et 10h le lendemain matin, un intrus a pénétré dans la maison. Le lundi matin, la routine fut brisée. Thomas et Héloïse, connus pour leur fiabilité, ne s'étaient pas présentés au travail à la distribution de meubles. Thierry, le frère d'Héloïse, et l'oncle de Thomas ont tenté d'appeler plusieurs fois, sans réponse. L'inquiétude grandissait. Mais c'est Marguerite Dupuis qui sentit la panique. Elle avait vu sa famille la nuit précédente et son instinct lui criait que quelque chose de terrible s'était produit. Elle se précipita vers la maison d'Aurora. En arrivant, la première chose qu'elle remarqua fut la porte du garage, toujours ouverte. Elle pénétra dans la maison et son cœur s'arrêta. Dans l'entrée, près des escaliers, Thomas gisait au sol. Il avait été frappé à la tête et au visage avec une violence inouïe, probablement par un marteau, et sa gorge avait été tranchée. Marguerite se précipita dehors, hurlant, pour appeler les secours. Lorsque les policiers sont entrés dans la résidence Vernon, l'horreur qu'ils ont découverte a choqué même les vétérans les plus endurcis. C'était un niveau de brutalité jamais vu. Dans la chambre principale, Héloïse avait été battue à mort sur le lit, frappée à plusieurs reprises à la tête. Elle n'avait eu aucune chance de crier ou de se défendre. Les enquêteurs pensaient qu'elle avait probablement été la première victime. Puis, ils se sont rendus dans la chambre des filles. Là, ils ont trouvé Lily. La petite fille de 7 ans avait été agressée sexuellement et frappée à la tête avec le marteau. Son corps était disposé sur le sol, ses vêtements déchirés et son visage était couvert par une couverture d'enfant. Un détail macabre qui allait devenir central dans l'enquête. 3 membres de la famille Vernon étaient morts. Mais il y avait un signe de vie. Un pompier a entendu un gémissement faible. Derrière le lit de Lily, caché dans l'espace entre le mur et le matelas, se trouvait Anna, la petite de 3 ans. Elle s'accrochait à la vie, son petit corps battu, fracturé, mâchoire, crâne, côte, hanche. Elle aussi avait été agressée sexuellement. Les secouristes l'ont immédiatement transportée à l'hôpital. Les médecins la considéraient comme un miracle. Elle a reçu de nombreuses unités de sang et de fluide. Anna survivrait, mais à quel prix ? L'enquête a commencé dans le chaos. Le domicile des Vernon ne montrait aucun signe d'entrée forcée. L'intrus était passé par la porte de garage ouverte. L'arme du crime principal, le marteau, était introuvable. Mais un couteau de cuisine appartenant aux Vernon avait été jeté dans la neige près de l'allée. Il avait servi à trancher la gorge de Thomas. Les enquêteurs ont également trouvé des empreintes de bottes ensanglantées qui n'appartenaient à aucun membre de la famille. Bien que le sac à main d'Héloïse ait été fouillé et retrouvé dehors dans la neige, rien de valeur n'avait été volé, pas même l'argent. Le mobile n'était donc pas le vol. La violence était personnelle, sexuelle et déviante.
Le tueur avait agi par soif de sang et domination. Les premières personnes interrogées étaient les invités de la fête. Marguerite, la grand-mère, ne pouvait s'expliquer cette tragédie. Les oncles ont confirmé la fête et l'avertissement concernant la porte du garage. Tous les membres de la famille avaient des alibis solides. Les analyses ADN, effectuées des années plus tard, confirmeront qu'aucun membre de la famille n'était impliqué. Le tueur était un étranger. Un fantôme entré par une porte laissée ouverte. Pendant ce temps, à l'hôpital, la petite Anna était interrogée par un thérapeute. Elle était bandée, le visage et le crâne sévèrement touchés. Mais pouvait-elle aider? Anna ne se souvenait de rien. Lorsqu'on lui posait des questions sur ce qui s'était passé ou à quoi ressemblait l'agresseur, elle devenait agitée. Les interrogatoires ont dû être arrêtés. Anna Vernon était la seule survivante, le seul témoin potentiel. Mais son traumatisme était tel qu'il avait effacé ses souvenirs, la laissant dans le noir total. Le meurtre des Vernon a terrifié la communauté d'Aurora. Les résidents ont commencé à verrouiller leurs portes de garage, à installer des alarmes. L'illusion de sécurité était brisée. Les enquêteurs, conscients des limites de la technologie de 1984, ont méticuleusement préservé les preuves, les vêtements des victimes, des morceaux de moquette sous le corps de Lily et des échantillons de fluide. Ils espéraient que la science future pourrait faire la lumière sur cette affaire. Les détectives d'Aurora ne tardèrent pas à réaliser que l'extrême brutalité, l'agression sexuelle et la mise en scène du corps de Lily, couverte d'une couverture, n'étaient pas les signes d'un crime isolé. 6 jours avant l'attaque des Vernon, le 10 janvier 1984, une tragédie similaire s'était déroulée à l'Écoude, non loin de là. La victime, Hélène Laroche, 50 ans, décoratrice d'intérieur respectée, qui avait récemment déménagé dans la région. Hélène avait été violée et battue à mort à coups de marteau dans son salon. Son corps avait été retrouvé partiellement dévêtu et recouvert d'une couverture pour enfants. Comme chez les Vernon, il n'y avait aucun signe d'entrée forcée. Son agresseur était probablement entré par le garage ou une porte déverrouillée. Rien n'avait été volé, à part peut-être de l'argent de son sac. Le crime était motivé par la déviance et la domination. Des similitudes étaient troublantes. Traumatisme contendant à la tête, agression sexuelle, corps posé et recouvert d'une couverture, absence de vol et entrée par effraction facile. Il s'agissait du même homme, du même modus operandi. Mais l'histoire de la violence avait commencé plus tôt encore. Le même jour que le meurtre d'Hélène Meroche, le 10 janvier 1984, une autre femme, Sophie Martel, une hôtesse de l'air de 28 ans, a été attaquée dans son garage. Alors qu'elle sortait de sa voiture après avoir fait ses courses, elle a été assommée à coups de marteau. Le lendemain matin, son compagnon, un pilote, l'a retrouvée. Elle avait été agressée sexuellement. Un marteau ensanglanté fut retrouvé dans sa voiture. Sophie survécut, mais l'attaque lui causa une grave amnésie. Puis, il y avait l'incident du 4 janvier à Aurora, moins de 2 semaines avant les Vernon. Simone et Carla Dessian ont survécu à une attaque au marteau dans leur chambre, alors qu'ils dormaient. L'agresseur était entré par la porte coulissante déverrouillée ou le garage. Ils avaient été frappés à la tête. Là encore, rien de valeur n'avait été volé. Le tueur était un fantôme qui se déplaçait dans l'ombre. Les profilers du FBI ont été appelés. Le profil brossé par le FBI était celui d'un prédateur opportuniste, visant des maisons vulnérables, souvent près d'espaces ouverts. Il utilisait des objets contondants, marteaux, hachettes, et frappait la tête des victimes. Il ne s'attaquait pas à un type spécifique de victime, mais à quiconque il pouvait atteindre. Son comportement sur la scène de crime était particulier, une violence extrême, suivie d'un besoin compulsif de masquer l'horreur, comme en couvrant les corps, ce que les profilers appelaient une signature. L'agresseur était probablement un homme blanc, au début de la vingtaine, avec une éducation limitée, possiblement dans la construction ou un métier où l'usage d'outils était courant. Il était rusé et discipliné, en portant toujours son arme avec lui. Mais le plus troublant était que ce tueur n'était pas limité au Colorado. Les empreintes de bottes ensanglantées trouvées chez les Vernon correspondaient à des empreintes laissées sur une scène de crime au Nevada. L'enquête prenait une dimension inter-État. Malgré la clarté du profil comportemental et les efforts pour relier les cas, l'affaire s'est enlisée. En 1984, la technologie médico-légale était primitive. Les échantillons de sperme recueillis chez Lily Vernon et Hélène Laroche ne pouvaient pas être analysés efficacement ou se dégradaient.
Il n'existait pas de base de données nationale centralisée pour comparer les preuves comme les empreintes de chaussures ou l'ADN. Le tueur, n'ayant aucun lien évident avec la région et étant un vagabond, a disparu sans laisser de traces. Pendant des décennies, l'affaire Vernon et celle d'Hélène Laroche sont restées un symbole de l'innocence perdue au Colorado. Mais le spectre n'était pas inactif, il continuait sa série de violences à travers le pays. Quelques jours seulement après le massacre des Vernon, Victor Mercier, alors âgé de 23 ans, réapparaît à Kingman, Arizona. Le 27 janvier 1984, il s'introduit chez M. Duval et l'agresse sauvagement avec une grosse pierre de granit, le laissant avec plus de 100 points de suture. Mercier a pris la fuite, mais a été repéré et capturé après une course-poursuite. Il fut ensuite transporté vers l'Utah pour faire face à d'autres accusations. Mais en août 1984, il s'est évadé lors d'un arrêt dans une aire de repos. La même nuit, armé d'un manche de hache, il s'introduit chez David et Caroline Lefebvre en Utah et les battit violemment, tandis que leurs enfants dormaient proximité. Là encore, il n'a rien volé, se concentrant uniquement sur l'infliction de douleurs. 4 jours plus tard, affaibli et déshydraté, il fut repris à une cabine téléphonique, tentant d'appeler son frère. En 1985, pour ses crimes au Nevada et en Utah, Victor Mercier fut condamné à 110 ans de prison. Il était hors de la société, mais personne au Colorado ne le savait. Il est devenu invisible, purgeant sa peine. Le temps a continué de s'écouler, mais la science a rattrapé l'histoire. En 2002, les progrès de la technologie ADN ont permis aux enquêteurs de créer un profil génétique complet à partir du sperme recueilli chez Lily Vernon. Ce profil était unique. Il correspondait à une personne sur 18 millions. Pourtant, pendant 16 ans encore, ce profil ne correspondait à rien dans la base de données CODIS. Tout a basculé en 2018. Le CODIS s'était massivement étendu, intégrant l'ADN d'un plus grand nombre de détenus pour crimes violents. L'ADN de Victor Mercier, incarcéré au Nevada depuis 1984, y fut ajouté. Le 10 juillet 2018, la correspondance tant attendue est arrivée. Le profil génétique de Victor Mercier était un match parfait avec celui laissé sur la scène du crime de la famille Vernon. Les enquêteurs ont immédiatement testé l'ADN par rapport aux preuves du meurtre d'Hélène Rochaud. Et le résultat fut également positif. Après 34 ans, le tueur avait enfin un nom. L'équipe d'enquête a également fait appel à la généalogie génétique. Une généalogiste, la Drée Dubois, a utilisé des bases de données ouvertes d'ascendance pour trouver le nom Mercier, confirmant le lien familial même avant la correspondance CODIS officielle. Les enquêteurs du Colorado se sont rendus au Nevada pour interroger Mercier, qui attendait de pouvoir demander sa libération conditionnelle. Ils lui ont d'abord parlé de son travail dans la construction à Aurora et Lakewood, ce qu'il a confirmé, et de son départ à cause du froid. Le lendemain, confronté aux photos des scènes de crime du Colorado, Mercier est devenu visiblement agité. Après avoir nié connaître les victimes, il a vu une photo en couleur du corps de Hélène Laroche. Il a immédiatement insisté sur une erreur et a exigé un avocat. Son comportement correspondait parfaitement au profil établi des décennies auparavant. Un prédateur silencieux, méticuleux, mais incapable de supporter la confrontation de la preuve. Un prélèvement ADN supplémentaire a été obtenu par ordonnance du tribunal, confirmant sans équivoque le match. Malgré la preuve ADN irréfutable, Victor Mercier a refusé l'extradition. Pendant près de 2 ans, il a mené une bataille juridique depuis le Nevada, contestant la constitutionnalité de son transfert. La Cour suprême du Nevada a finalement rejeté ses appels. En août 2020, Mercier fut extradé vers le Colorado pour faire face à 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Thomas, Héloïse et Lily Vernon, ainsi qu'Hélène Laroche. Le procès pour la famille Vernon a débuté en juillet 2021. Le ministère public a présenté l'ADN comme la preuve maîtresse, soutenue par le profil comportemental du FBI et les similitudes frappantes entre toutes les attaques. Entrée par garage ouvert, utilisation du marteau, agression sexuelle, absence de vol, corps recouvert. La défense a tenté de semer le doute sur l'ancienne chaîne de conservation des preuves, soulignant que les échantillons avaient été conservés depuis 1984. Mais les arguments n'ont pas fait le poids face à la certitude génétique. Le témoignage le plus poignant est venu de Marguerite Dupuis, qui a décrit la découverte du crime. Elle a attendu ce jour pendant près de 4 décennies, sans jamais abandonner. Après de courtes délibérations, le jury a rendu son verdict. Coupable.
Le juge a qualifié les actes de Mercier d'abomination et l'a condamné à 3 peines de prison à vie consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. Un an plus tard, en 2022, Mercier fut également reconnu coupable du meurtre d'Hélène Laroche, ajoutant une 4e peine de prison à vie. L'histoire des Vernon a trouvé sa conclusion légale, mais le prix de la survie, lui, restait à payer. Anna Vernon, la seule survivante, est sortie du coma plusieurs semaines après l'attaque, devant réapprendre à marcher et à fonctionner. Les coups de marteau lui ont laissé des séquelles physiques et cognitives permanentes, y compris des dommages irréversibles au cerveau et une paralysie partielle du côté gauche. Mais les cicatrices mentales étaient les plus profondes. Anna n'a jamais retrouvé le moindre souvenir de cette nuit. Son existence fut marquée par le syndrome de stress post-traumatique, le trouble bipolaire et des sentiments de rage et de culpabilité. Elle a lutté pendant des années, sombrant dans la toxicomanie dès l'âge de 19 ans, utilisant les drogues pour essayer d'échapper au monde et oublier. Cela l'a menée à la rue et en prison. « J'ai perdu la personne que j'étais censée être », a-t-elle déclaré au tribunal. Cependant, Anna a trouvé une résilience inattendue. Vers l'âge de 30 ans, elle a décidé d'arrêter d'être une victime et de se désintoxiquer, cherchant à devenir conseillère pour aider d'autres personnes. Anna Vernon est devenue le symbole vivant de la persévérance. Son histoire est un rappel sombre. La justice, même lorsqu'elle arrive après 37 ans de silence grâce à la science, ne peut effacer une vie entière de souffrance. Le cas de Victor Mercier est un témoignage puissant de l'importance de la science médico-légale. Sans l'évolution des bases de données ADN et la persévérance des enquêteurs pour préserver les preuves des décennies auparavant, le spectre au marteau serait resté un fantôme. Mais cette affaire pose une question fondamentale. Qu'aurions-nous pu faire pour prévenir cette terreur ? Ce qui est certain, c'est que la terreur qui a frappé les Vernon et d'autres familles en 1984 a été facilitée par la négligence humaine, une porte de garage laissée ouverte. Thomas, Héloïse et Lily Vernon sont morts à cause d'un acte de violence insensé. Anna Vernon a survécu pour porter leur héritage. Le souvenir des Vernon et la lutte d'Anna nous rappellent que la vigilance et la quête de vérité sont un devoir permanent.